Les enquêteurs sont aux prises avec un prédateur sexuel qui ne laisse que quelques maigres indices derrière lui. Même sa victime n'a pas d'identité. Une femme disparaît sans laisser de traces. Certains indices démontrent qu'elle a été tuée, mais sans corps ni témoin, il sera difficile de reconstituer les événements. Les détectives ignorent qu'ils ne sont qu'à un cheveu de la vérité. Un cadavre a été abandonné dans une rivière par un meurtrier. L'eau semble malheureusement avoir effacé tous les indices. Les détectives savent qu'ils ne pourront pas poursuivre leur enquête si le meurtrier ne tue pas à nouveau. La cupidité et la vengeance sont les mobiles d'homicide les plus fréquents. Cependant, certains meurtriers tuent pour nourrir une pulsion incontrôlable. Ils sont passés maîtres dans l'art de tuer et savent comment éviter de laisser des pièces à conviction derrière eux. La ville de Lake Tahoe est située au pied des montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. L'air pur et les forêts majestueuses ont un effet apaisant sur les gens qui y vivent. Malheureusement, une voyageuse égarée allait y trouver la mort dans d'horribles conditions. Le 17 septembre 1987, des enquêteurs du bureau du shérif de El Dorado furent dépêchés sur une voie secondaire abandonnée. Là, dans un endroit isolé, gisait une jeune femme qui avait été bâillonnée à l'aide d'un bas de nylon. Les enquêteurs recueillirent ce qu'ils croyaient être l'arme du crime, une branche d'arbre à laquelle était fixé un morceau de vêtement de la victime. Cet étrange instrument avait sans doute servi à l'étrangler. Certaines personnes torturent leurs victimes avec de tels garrots. Le meurtrier s'était donné beaucoup de mal pour trouver un endroit isolé où il pourrait torturer puis tuer sa victime. Le sergent Jim Watson était surpris de découvrir un cadavre dans un endroit si reculé. Je n'avais qu'une question en tête à ce moment-là. Je me demandais comment elle avait pu se rendre à cet endroit, d'où elle venait. Nous avions beaucoup de questions. C'est là que notre enquête a commencé. Le suspect avait sans doute repéré l'endroit avant de commettre le meurtre, car il était difficile à trouver. Ce n'était pas le genre d'endroit que l'on trouve par hasard. Et ce n'était pas non plus le meilleur endroit pour abandonner un cadavre. Le sentier était trop étroit pour transporter aisément quelqu'un. Il n'y avait aucune blessure sur les pieds de la jeune femme, ce qui laissait présumer que ses chaussures n'avaient été retirées qu'après sa mort. Les policiers établirent un périmètre de sécurité avant d'examiner minutieusement les lieux. Nous avons examiné tout le secteur jusqu'à l'autoroute qui se trouve à environ 500 mètres de là. Nous avons trouvé des fragments de vêtements dans plusieurs buissons et sur des branches d'arbres, un peu partout jusqu'à l'autoroute. Les vêtements de la victime furent recueillis un à un. Il y avait une robe, des sous-vêtements, une chaussure et des fragments de bas nylon. Les experts recueillirent également un paquet de cigarettes et un briquet. Il y avait un morceau de corde blanche près du corps de la victime, ce qui laissait croire que le meurtrier l'avait peut-être ligoté avant de la tuer. Il n'y avait aucun indice sur l'identité de la victime ou de son meurtrier. Il ne restait plus qu'à espérer que l'autopsie apporterait quelques réponses.
Selon le médecin légiste, la victime avait entre 16 et 21 ans. Elle avait une grosse contusion à la tête, mais ce n'était pas cette blessure qui avait provoqué sa mort. Elle avait été étranglée. L'état de décomposition indiquait que la mort s'était produite de 2 à 4 semaines plus tôt. Il n'y avait aucun tissu humain sous ses ongles, ni fluide corporel étranger sur son corps. À l'aide de rubans adhésifs, les experts prélevèrent les traces de fibres sur ses vêtements. Après analyse, ces micro-indices furent classifiés. Peut-être pourrait-il éventuellement être comparé à quelque chose. Malheureusement, sans suspect, il n'avait aucune valeur. L'étape suivante consisterait à identifier la victime. Le prédateur sexuel qui s'était attaqué à elle était toujours en liberté et pouvait tuer à tout moment. On demanda à un dessinateur de dresser un portrait robot de la victime pour le faire publier dans les journaux. La police reçut quantité d'appels et explora toutes les pistes. Malheureusement, les données ne concordaient pas. Il n'y avait plus qu'à attendre. Quelques mois s'écoulèrent. La nouvelle de la disparition se propagea partout au pays. 4 mois plus tard, en janvier 1988, les policiers reçurent l'appel d'une femme de Seattle qui avait reconnu le visage de la victime. Grâce au dossier dentaire de la jeune femme qui avait disparu, on allait enfin pouvoir donner un nom à la victime. Il s'agissait de Darcy Frackenpole, 17 ans, une jeune femme en fugue qui était venue habiter Sacramento. Elle avait fini par travailler comme prostituée. Ses amis l'avaient vue pour la dernière fois le 24 août, soit 3 semaines avant la découverte de son corps. Les détectives cherchèrent des cas similaires dans la région de Sacramento. L'un d'entre eux retint leur attention. 3 jours avant la découverte du corps de Darcy, une autre prostituée avait fait une mauvaise rencontre. En verrouillant la porte, le conducteur lui avait saisi le bras et tenté de lui passer des menottes. Heureusement, une voiture de patrouille passait par là et le policier avait aperçu la scène. La prostituée était parvenue à s'échapper de la voiture. Le conducteur avait pris la fuite, mais la police l'avait finalement intercepté. Il y avait un sac sur le siège arrière de la voiture. À en juger par son contenu, la prostituée s'était échappée à temps. Le sac contenait des ciseaux, des menottes, ainsi qu'un garrot fait de 2 bouts de bois et d'une corde blanche. C'était comme si l'homme trimballait avec lui une sorte de prêt-à-tuer. Les policiers procédèrent à l'arrestation de l'homme. Il s'agissait de Roger Kibbe, 48 ans. Kibbe était menuisier, mais il avait un dossier criminel depuis une vingtaine d'années pour divers cambriolages. Bien qu'analphabète, il était intelligent. Ses voisins le décrivirent comme un homme silencieux qui aimait faire de longues promenades en voiture le soir. Kibbe fut condamné à 8 mois d'emprisonnement pour assaut. Le corps de Darcy Frackenpole fut identifié à 130 km de la prison où Kibbe purgeait sa peine. Les policiers étaient toujours à la recherche du meurtrier. Un garrot est une arme plutôt inhabituelle. Bien que celui de Kibbe ne ressemblait en rien à celui qui avait été utilisé pour étrangler Frackenpole, la corde blanche, elle, ressemblait en tout point à celle qui avait été trouvée sur la scène du crime. Et tout comme la victime de l'assaut, Darcy Frackenpole était une prostituée. Les détectives interrogèrent Kibbe en prison en espérant qu'il en dirait trop et qu'il laisserait ainsi entendre qu'il était impliqué dans le meurtre de la jeune femme. Mais il le nia. Les soupçons des détectives étaient basés sur des présomptions. Le seul indice dont ils disposaient était une corde de nylon blanche. Elle méritait peut-être qu'on s'y attarde un peu. Des experts comparèrent au stéréoscope des échantillons de la corde découverte sur la scène du meurtre de Frackenpole à celle de la voiture de Kibbe.
Il y avait exactement la même quantité de fibres et le tissage était identique. Les détectives apprirent bientôt qu'il ne s'agissait pas de cordes ordinaires, mais de cordes de parachute. Ils apprirent également que Kibbe avait loué un espace d'entreposage à l'endroit où il travaillait. Ils obtinrent un mandat de perquisition les autorisant à le fouiller. Kibbe pratiquait le parachutisme. Lorsque les détectives décrochèrent une photo du mur, ils firent une découverte inattendue. La photo avait été accrochée à l'aide de cordes de parachute, exactement comme celle qui avait été trouvée sur les 2 scènes du crime. Cet indice était certes intéressant, mais il ne menait pas très loin. Il ne permettait pas d'affirmer hors de tout doute qu'il y avait un lien entre Kibbe et Darcy Frackenpole. Kibbe serait libéré de prison dans quelques mois. À moins de trouver d'autres indices, il en profiterait sans doute pour s'évanouir dans la nature. Mais les minuscules fibres recueillies sur la scène du crime allaient peut-être se révéler plus solides que la corde blanche. Les détectives disposaient au moins d'un suspect. Ils pourraient comparer les micro-indices prélevés sur les vêtements de Darcy Frackenpole aux effets personnels de Kibbe. Au laboratoire judiciaire de la Californie, l'analyste Fay Springer examina les nombreuses fibres prélevées sur les vêtements de Darcy Frackenpole. Il faut parfois des heures pour n'analyser qu'1 cm² d'un vêtement. Après 3 semaines à examiner les indices, Springer découvrit enfin 2 fibres qui se démarquaient des autres par leur taille. Grâce à leur forme et leur couleur caractéristique, elle émit l'hypothèse qu'il s'agissait de fibres d'un tapis de nylon bleu. Les 30 années d'expérience de Fay Springer allaient peut-être porter fruit. Elle demanda aux enquêteurs d'examiner la voiture que conduisait Kibbe au moment de l'attaque de la prostituée. Les policiers perquisitionnèrent la voiture du suspect. Fay Springer ne s'était pas trompé. Les tapis de sa voiture étaient bleus. De plus, il y avait une tache rouge sur l'un d'eux. Ils en recueillirent un échantillon et l'envoyèrent au laboratoire pour le faire examiner. Les experts constatèrent qu'il s'agissait de peinture. Les fibres bleues recueillies dans la voiture de Kibbe étaient peut-être importantes. Elles furent comparées à des fibres recueillies sur les vêtements de la victime. Non seulement leur forme et leur composition étaient-elles identiques, mais de plus, on parvint à démontrer que la composition chimique de leur couleur était exactement la même. Était-ce là la preuve que Darcy Frackenpole s'était bien trouvé dans cette voiture? Pas tout à fait. Ce type de tapis est très répandu. Si les enquêteurs voulaient faire inculper Kibbe, il faudrait trouver des indices plus concluants. Il y avait cependant une autre similitude entre les 2 échantillons de fibres. Ils étaient tous les 2 recouverts de minuscules points noirs. Fay Springer les envoya à un laboratoire de Chicago spécialisé dans l'analyse de contaminants. En attendant les résultats, les enquêteurs ne disposaient que de la corde de parachute. Ils décidèrent de la faire analyser à nouveau et constatèrent bientôt que Kibbe avait peut-être laissé assez de cordes pour se pendre lui-même. En Californie, la spécialiste Fay Springer essayait de mettre bout à bout 3 morceaux de corde pour capturer un meurtrier. Elle examinait ces cordes à l'aide d'un microscope ultra performant lorsqu'elle remarqua un détail étrange. Celle qu'on avait découverte sur la scène du meurtre de Darcy Frackenpole était couverte de minuscules taches de peinture rouge, de même que pour la corde du garrot de la voiture de Roger Kibbe et pour celle trouvée dans l'espace d'entreposage qu'il avait loué. Grâce à une analyse spectrale, les experts déterminèrent que la composition chimique de la peinture des 3 cordes était identique. De plus, de minuscules points noirs s'y étaient collés pendant que la peinture séchait. Cet indice allait peut-être se révéler important. Avant de conclure qu'il s'agissait de la même corde, il restait encore quelques analyses à compléter. Les détectives reçurent un appel du laboratoire de Chicago. L'analyse des fibres du tapis était terminée. Les minuscules taches noires étaient en fait des spores qui provenaient sans doute de moisissures. Mais il y avait autre chose. Grâce à leur microscope ultra sophistiqué,
les experts étaient parvenus à relever une tache rouge sur une des fibres recueillies sur les vêtements de la victime. Il s'agissait de peinture. La composition de cette peinture était identique à celle retrouvée dans la voiture de Kibbe. Les fibres du tapis étaient elles aussi parfaitement identiques. Toutes deux contenaient les mêmes spores et les mêmes taches de peinture. Le lien entre la victime et le suspect venait d'être établi hors de tout doute. Roger Kibbe fut arrêté le 25 avril 1988 pour le meurtre de Darcy Frackenpole. Au moment du procès, les détectives étaient parvenus à compléter la reconstitution du meurtre. La jeune prostituée faisait le trottoir lorsqu'elle avait accepté de monter à bord de la voiture de Kibbe. Les enquêteurs croient que Kibbe l'a emmenée dans cet endroit qu'il avait repéré quelque temps auparavant. Il l'a ensuite ligotée avec de la corde de parachute. Après avoir découpé ses vêtements et l'avoir torturée pendant des heures, il l'a tuée, puis a éparpillé ses vêtements. Roger Kibbe fut trouvé coupable de meurtre au premier degré et condamné à une peine de 25 ans d'incarcération. Personne ne saura jamais combien de victimes ont connu le même destin tragique que Darcy Frackenpole. 3 autres meurtres irrésolus portent la signature de Roger Kibbe. Sans le travail acharné des détectives et l'apport d'une technologie de pointe, ce nombre aurait pu s'accroître encore. Roger Kibbe croyait conserver l'anonymat en choisissant des victimes inconnues. Certains prédateurs préfèrent les choisir plus près de chez eux. En 1982, à Bethesda, au Maryland, par un matin d'octobre, des voisins aperçurent Laura Hoteling quitter la résidence où elle vivait avec sa mère. La jeune femme de 24 ans était revenue y vivre après avoir obtenu son diplôme de Harvard. Elle avait trouvé du travail dans une firme d'experts conseils. Ce matin-là, cependant, elle ne se rendrait jamais à son bureau. Une de ses amies et collègues alla chez elle vérifier si tout allait bien. La porte arrière n'était pas verrouillée, mais il n'y avait personne dans la maison. Aucune trace de Laura. Elle téléphona à des membres de la famille de Laura, mais personne ne l'avait vue ou eut de ses nouvelles. Ils étaient tout aussi intrigués par son absence. La mère de Laura décida de couper court à son voyage d'affaires. Ni elle ni son fils ne savaient où la jeune femme était partie. Ce n'était pourtant pas dans ses habitudes de disparaître ainsi sans donner de nouvelles. Laura prenait sa carrière à cœur et avait la réputation d'être ponctuelle. De plus, elle n'aurait pas quitté la ville ainsi et ce n'était pas le genre de personne à mener une double vie. La mère de Laura téléphona à la police de Montgomery County pour signaler sa disparition. Le détective Ed Tarney la rencontra et lui posa les questions de routine. Nous avons appelé ses amis. Personne n'avait eu de ses nouvelles. Elle n'avait pas laissé de message. La situation était suspecte. Nous avons également vérifié toutes ses cartes de crédit, ses comptes bancaires. Il n'y avait eu aucune transaction récente. Les policiers interrogèrent les amis des Hoteling, leurs voisins, ainsi que le jardinier de la maison. Personne ne put leur apporter de nouvelles informations. Après son départ pour le travail le matin précédent, on ne l'avait pas revue et il n'y avait aucune trace de lutte dans la maison. Les détectives firent cependant une découverte suspecte dans le bois près de la maison. Un oreiller taché de sang.
Nous avons rapporté l'oreiller à la maison afin de vérifier s'il faisait partie de l'ensemble de literie qui s'y trouvait. À ce moment-là, nous avons compris que nous avions affaire à un cas très sérieux. Les détectives firent appel à l'experte en sérologie Susan Ballou du laboratoire judiciaire de Montgomery County. La première étape consistait à déterminer si le sang était humain. Nous voulions savoir si le groupe sanguin était le même que celui de Laura. Comme elle avait déjà donné du sang à la Croix-Rouge, nous savions qu'elle était du groupe sanguin A. Après analyse, Susan Ballou détermina que la tache de l'oreiller était également du groupe sanguin A. Elle était d'un rouge vif, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas plus d'une semaine. C'était suffisant pour que la section des homicides ouvre une enquête. La première étape consistait à découvrir ce qui s'était passé dans la chambre à coucher de Laura pour que son oreiller se retrouve dans le bois taché de sang. Sous son couvre-lit, les détectives firent une découverte étrange. Le drap de dessus était toujours là, mais celui de dessous avait disparu. Il y avait quelques faibles taches sur le matelas qui ressemblaient, elles aussi, à des taches de sang. Les experts y appliquèrent du luminol. Ce produit chimique entre en réaction avec les protéines du sang et le rend visible sous un éclairage spécial. Cette opération se révéla fructueuse. La quantité de sang sur le matelas démontrait clairement qu'il y avait eu homicide. L'absence de taches de sang sur les murs et les meubles de la chambre indiquait que le tueur avait sans doute utilisé l'oreiller pour en arrêter l'écoulement. Comme il n'y en avait aucune trace sur la moquette ailleurs dans la maison, le tueur avait soit tout nettoyé sur son passage, soit enveloppé le corps pour le sortir de la maison. Les détectives recueillirent des fibres et des échantillons de cheveux de Laura. Pendant ce temps, des analystes examinèrent la tête d'oreiller. Ils remarquèrent un détail intéressant. Les taches triangulaires répétées semblaient indiquer que le meurtrier avait poignardé sa victime à l'aide d'une arme étroite et pointue et qu'il l'avait essuyée sur le tissu. Ballou fit une autre découverte importante sur un des coins de la tête d'oreiller. En l'examinant attentivement, j'ai remarqué des empreintes partielles. Il s'agissait en fait d'une empreinte faite avec du sang. Malheureusement, elle n'était pas assez nette pour qu'on puisse en tirer quelque chose. L'empreinte ne pourrait servir à une identification à moins que Susan Ballou ne trouve une façon d'en améliorer la définition. Cette dernière appliqua une teinture spéciale qui réagit au contact de protéines. Son expérience fut couronnée de succès. Elle disposait maintenant d'une empreinte qui pourrait être comparée à celle du suspect, le cas échéant. Madame Waterling n'était pas parvenue à trouver qui avait pu vouloir tuer sa fille. Elle avait cependant remarqué que Laura semblait exercer une étrange fascination sur son jardinier, Haddon Clark, depuis le premier jour où il avait commencé à travailler pour eux. Elle avait également constaté que le double de sa clé avait disparu. Clark travaillait pour la famille depuis quelques mois. Pendant la journée, il avait l'autorisation d'utiliser la salle de bain de la résidence et de se servir du café, mais après son travail, il dormait dans son camion garé dans le stationnement d'une église avoisinante. Lorsqu'il fut interrogé, Clark déclara ne pas être au courant du meurtre de Laura, mais son comportement agité intrigua les policiers. Clark était connu de la police. Il avait déjà été arrêté pour cambriolage. Les analyses confirmèrent que le jardinier était bien la personne qui avait laissé l'empreinte sur l'oreiller. Pour les policiers, il n'y avait pas de doute possible. Ils l'avaient tué. Malgré l'absence de corps, ils procédèrent à son arrestation le 6 novembre 1992. À l'intérieur de son camion, tout près de ses outils de jardinier, ils découvrirent un reçu de quincaillerie. Le suspect avait acheté de la corde, du ruban adhésif et des feuilles de plastique, autant d'articles courants mais que les enquêteurs retrouvent trop souvent dans l'exercice de leurs fonctions.
Tous les éléments semblaient pointer Clark du doigt, mais il faudrait en faire la preuve formelle. Un seul indice était vraiment important. Il s'agissait de l'empreinte digitale faite avec du sang de la victime. Les avocats de Clark avaient déjà commencé à préparer leur riposte. L'homme n'avait pas de domicile fixe et il lui arrivait fréquemment de fouiller les rebuts qui se trouvaient dans les bois. C'était sans doute à ce moment-là qu'il avait laissé son empreinte sur la taie d'oreiller. La preuve du contraire devrait être faite par l'accusation. C'est à ce moment-là que nous avons compris que l'empreinte ne serait pas le point principal de notre accusation et que nous devions pousser l'enquête. En dépit du profil du suspect, les détectives ne disposaient d'aucune preuve irréfutable de la culpabilité de Clark. Et sans le corps de Laura, il serait pratiquement impossible d'en trouver de nouvelles. Les policiers fouillèrent le sordide campement de fortune de Clark dans l'espoir de retrouver le corps ou peut-être l'arme du crime. Malheureusement, ils ne découvrirent rien d'important sinon le corps de quelques animaux morts qu'ils capturaient pour se nourrir. Ils se mirent ensuite à la recherche de micro-indices, mais constatèrent bientôt que la tâche était quasiment impossible. Le procès devait commencer dans quelques semaines seulement. Si l'accusation ne parvenait pas à convaincre le jury de la culpabilité de Clark, elle ne pourrait pas porter la cause à nouveau devant les tribunaux, même si la police découvrait le corps de la victime. Sans preuve, le jardinier risquait de prendre la clé des champs. Le procès approchait et les détectives du Maryland devaient démontrer le lien entre Hayden Clark et la victime Laura Outling. Sans le corps de la jeune femme, l'accusation devait trouver de solides indices pour remporter cette cause. Les détectives étaient dépassés par l'ampleur du travail. Pendant qu'ils fouillaient parmi les effets personnels du suspect, l'analyste Susan Ballou continuait à examiner les micro-indices recueillis sur la scène du crime. Elle examina notamment 90 cheveux qui avaient été prélevés sur la brosse à cheveux de la victime. Elle fit une découverte surprenante. Je me suis aperçu qu'un des cheveux de la brosse était en fait un cheveu de perruque. Ça m'a sauté aux yeux. C'était tellement différent d'un cheveu naturel que j'ai été surprise. On apprit par la suite à Susan Ballou qu'aucun des membres de la famille ni aucune de ses amies ne portait de perruque. Parmi les reçus réquisitionnés dans le camion de Clark se trouvait le reçu de location d'un espace d'entreposage que le suspect avait loué dans le Rhode Island. Les détectives découvrirent bientôt que Clark avait un penchant pour le travestisme. Peut-être était-ce là ce qui allait le perdre. Ballou préleva des échantillons de cheveux sur chacune de ses 24 perruques et les compara à celui de la brosse à cheveux. J'ai examiné tous les cheveux au microscope et j'ai trouvé une perruque dont les cheveux étaient de la même couleur et du même diamètre. La composition était également identique aux cheveux qui avaient été recueillis sur la brosse. Elle envoya ensuite la perruque et le cheveu trouvés sur la scène du crime à un laboratoire spécialisé. La dernière analyse consistait à comparer la composition chimique de la teinture des deux échantillons. Bien que l'œil humain ne puisse faire la différence, chaque fabricant de perruques utilise des produits aux caractéristiques uniques. On utilise plus de 7000 sortes de teintures et celles-ci ont toute une formule brevetée. Les experts du laboratoire examinèrent les échantillons sous un microscope sensible aux rayons ultraviolets. Ils téléphonèrent ensuite à Susan Ballou pour lui donner leurs résultats. Ils sont parvenus à déterminer que la teinture de la perruque était la même que celle du cheveu qui avait été recueilli sur la brosse. Les avocats de Clark furent incapables de réfuter cet argument. Lorsque Clark comprit qu'il ne pourrait échapper à une condamnation, il passa aux aveux et plaida coupable de meurtre au second degré. En échange d'une peine réduite, il accepta de révéler à quel endroit il avait caché le corps de Laura Outling. Il l'avait enterré près de son campement. Il déclara l'avoir poignardée à l'aide d'une paire de ciseaux. L'autopsie révéla également qu'elle avait été étranglée.
Les enquêteurs parvinrent à reconstituer les événements. Clark était obsédé par Laura Outling et avait appris qu'elle serait seule pendant le voyage d'affaires de sa mère. Il avait volé le double de la clé de la maison, y était entré et l'avait étouffée à l'aide d'un oreiller avant de la poignarder dans le cou. Clark avait ensuite enroulé le corps de sa victime dans un des draps, puis il l'avait enveloppé de plastique et collé avec le ruban adhésif qu'il avait acheté plus tôt à la quincaillerie. Il avait hissé le corps dans son camion et s'était rendu jusqu'à une clairière près de son campement où il l'avait enterré. Le lendemain matin, il était retourné sur la scène du crime pour nettoyer et éliminer tout indice incriminant. Il croyait qu'en se déguisant et en faisant croire qu'il était Laura Outling, il mettrait les policiers sur une fausse piste. Il ignorait qu'il signait sa propre confession en retouchant sa coiffure une dernière fois. Sans l'arsenal judiciaire, Clark ne serait sans doute jamais passé aux aveux. Le corps de la victime se trouverait toujours dans cette tombe près de son campement. De plus, il aurait peut-être commis d'autres meurtres. Heureusement, cet homme à l'esprit dérangé n'est pas parvenu à échapper à une condamnation. Il purge une peine de 30 ans d'emprisonnement. Les détectives ignorent où les conduiront les pistes qu'ils suivent. Parfois, ils font même des découvertes inattendues. À 4h30, le 21 janvier 1995, la police de Marion County, dans l'Oregon, reçut l'appel d'une prostituée du nom de Lisa Louise Benson. Cette dernière déclara avoir été attaquée. Benson fut conduite à l'hôpital pour y être soignée. Le lieutenant Bob Style l'interrogea. Il y avait des marques tout autour de son cou, des lacérations et des blessures sur sa nuque, ainsi que sur ses mains et ses genoux. La police photographia les blessures de la victime. Elle déclara qu'un de ses clients avait essayé de la tuer aux premières heures du matin. Elle ne l'avait jamais vue auparavant, mais il n'avait rien de menaçant. Elle était montée à bord de son véhicule. Il l'avait alors conduite chez un détaillant de tapis. Après l'avoir emmenée dans son bureau, il l'avait invitée à entrer dans l'entrepôt, l'avait attachée sur un chariot élévateur en lui disant qu'il allait la tuer. Elle était parvenue à dénouer ses liens et à s'échapper. La police réquisitionna la pellicule de plastique qui avait servi à lui retenir les poignets. Le gérant du magasin de tapis déclara au détective qu'un de ses employés, Larry Reed, correspondait à la description du suspect. Lorsque ce dernier se présenta au travail le lendemain matin, les policiers étaient là pour l'accueillir. Reed reconnut avoir fait monter une prostituée à bord de son pick-up la veille, mais lorsque les policiers lui demandèrent plus de détails, il devint évasif et refusa de coopérer. Il déclara qu'il ne parlerait qu'en présence de son avocat. Heureusement, le témoignage de la prostituée et du gérant suffisait. Les policiers procédèrent à l'arrestation de Reed pour tentative de meurtre. Les enquêteurs découvrirent bientôt que Reed avait attaqué des jeunes filles et des femmes âgées à maintes reprises. Il avait même déjà été interné et soigné, mais en vain. La police obtint un mandat de perquisition pour fouiller le bureau où Benson avait déclaré avoir été attaqué. Il y avait des traces de sang un peu partout. L'analyse des gouttes de sang révéla qu'un individu y avait reçu des coups répétés d'un objet contondant. La moquette venait d'être nettoyée, mais juste en dessous, il y avait encore 2 grosses taches de sang. On demande souvent aux experts de résoudre un meurtre à partir de quelques gouttes de sang seulement. Ce n'était pas le cas ici. Les experts en découvrirent d'autres traces sur le tableau de bord, le coffre à gants et la colonne de direction du pick-up du suspect.
Des échantillons de sang furent envoyés au laboratoire. Les policiers furent surpris par les résultats. Il s'agissait bien de sang humain. Cependant, pas une seule goutte de sang n'appartenait à Lisa Benson. Des enquêteurs en Oregon étaient aux prises avec une situation inattendue. Leur enquête relative à l'assaut de Lisa Benson les avait mis sur la piste d'un crime bien plus grave. Le sang de Lisa Benson ne correspondait pas à celui qui avait été recueilli. De plus, l'analyse de la projection du sang dans le bureau du suspect ne correspondait pas non plus au type de blessure de la victime. La quantité de sang indiquait que quelqu'un avait été brutalement assassiné dans ce bureau. Les détectives n'avaient pas la moindre idée de l'identité de la victime. Ils ne savaient pas non plus à quel moment cette personne avait été tuée. Heureusement, ils disposaient au moins d'un suspect, Larry Reed. L'employeur déclara aux enquêteurs que Reed avait demandé que sa moquette soit nettoyée environ 2 mois plus tôt. Il lui avait d'ailleurs fourni une explication. Monsieur Reed lui a dit qu'un client était venu au magasin pendant les heures d'ouverture dans la soirée du 7 décembre. À un moment donné, ce dernier aurait déclaré ne pas se sentir bien et serait entré dans le bureau pour y vomir. Selon lui, il avait tellement vomi qu'il y avait même du sang. Cette histoire était plus qu'improbable, mais au moins elle fournissait aux détectives une date précise. Quelques recherches permirent à la police de se pencher sur une affaire de meurtre non résolue dans le comté voisin. En décembre 1994, des pêcheurs avaient remarqué qu'un objet de bonne dimension flottait dans les eaux de la rivière Santiam. Ils avaient alors découvert qu'il s'agissait d'un cadavre. Ils avaient noté l'endroit de leur découverte et s'étaient empressés d'alerter la police. Les agents retirèrent le corps nu d'une femme des eaux boueuses de la rivière. Ses traits avaient été déformés par l'eau, mais il était cependant facile de voir qu'on lui avait infligé de nombreuses blessures. De toute évidence, quelqu'un avait tué cette femme et s'était débarrassé de son corps dans la rivière. Le meurtrier espérait sans doute que le corps disparaîtrait dans les profondeurs et que personne ne le découvrirait jamais. Le médecin légiste détermina que la victime avait environ 40 ans. Le degré de décomposition de ses tissus et l'amas de boue et d'algues indiquaient qu'elle se trouvait dans la rivière depuis au moins quelques semaines. Son crâne était fracturé à 7 endroits. C'est sans doute ce qui avait causé sa mort. La forme et la taille de ses blessures permit au pathologiste de déterminer que l'arme du crime était peut-être un marteau équipé d'une lame. La victime ne serait pas facile à identifier. Ses dents n'avaient subi aucune obturation. De plus, elle avait été si longtemps dans l'eau qu'il serait impossible de prendre ses empreintes digitales selon la méthode traditionnelle. Heureusement, les experts disposaient d'une autre technique. Conformément au protocole, en pareille circonstance, ils lui amputèrent les mains et les envoyèrent au laboratoire judiciaire où l'on pourrait prendre des photos extrêmement détaillées du bout de ses doigts. Ces photos furent ensuite comparées à la base de données de la police. Les empreintes avaient déjà été répertoriées. Elles appartenaient à Margie Lynn Sessions, une prostituée de 38 ans. Les policiers du bureau du shérif de Lynn County nous ont appelés pour nous aviser du fait qu'ils travaillaient sur l'homicide d'une certaine Margie Sessions. Margie était connue de la police. Elle prenait des amphétamines et se prostituait. Margie avait été vue pour la dernière fois le 7 décembre, soit le jour même où Reed avait demandé à son patron de nettoyer sa moquette. Tout comme Lisa Benson, l'autre victime de ce dernier, elle était prostituée. Les policiers craignaient d'avoir affaire à un tueur en série. C'est suite à ces deux découvertes que les détectives sont parvenus à établir un lien entre les deux cas.
Seule une analyse d'ADN permettrait de prouver le lien entre Reed et Margie Sessions. Si l'ADN de la victime était identique à celui du sang découvert sous le tapis, les enquêteurs sauraient qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais ce n'était pas si facile. La victime était restée trop longtemps dans l'eau. Son ADN s'était énormément détérioré. Il y avait peut-être une autre solution. En mars 1995, soit 3 mois après sa mort, la police fit exhumer le corps de la victime. Des analystes prélevèrent de la pulpe de ses dents ainsi que des extraits de sa moelle épinière. À partir de ces échantillons, ils parvinrent à obtenir son code génétique. Afin de s'assurer qu'il ne s'était pas dégradé, ils le comparèrent au code génétique de ses parents. Son ADN était toujours intact. Ils le comparèrent ensuite à celui des traces de sang découvertes dans le bureau du suspect. Il s'agissait du même. Margie Sessions s'était donc trouvée dans le bureau de Reed et y avait été battue à mort. Le suspect avait sans doute ensuite taché l'intérieur de son véhicule en transportant le corps. Malheureusement, cela ne prouvait pas que Larry Reed était bien celui qui l'avait tué. La seule façon de le prouver en de tout doute serait de démontrer que c'était lui qui avait jeté le corps dans la rivière. Il semblait qu'il restait encore un pont à traverser pour conclure cette enquête. Afin de prouver l'implication de Larry Reed dans le meurtre de Margie Sessions, les détectives devaient démontrer que le suspect avait jeté son corps dans la rivière. Ils fouillèrent les rapports de police pour découvrir que le 7 décembre, soit le jour où Sessions avait été vue vivante pour la dernière fois, on avait dénoncé un déversement illégal à Polk County. Des résidents avaient signalé qu'un homme dont la description correspondait à celle de Reed était descendu d'un pick-up rouge et qu'il avait jeté des rebus sur le bord de la route. Le sac, qui était taché de sang, contenait des serviettes de papier tachées de sang elles aussi. Il contenait également de la pellicule de plastique. Juste à côté, les policiers avaient recueilli un morceau de tapis également taché de sang. Malheureusement, il leur était impossible de déterminer qui avait jeté ces détritus et de qui provenait le sang. Ils avaient recueilli et conservé ces échantillons. Ils furent envoyés au laboratoire judiciaire et examinés un à un. La pellicule de plastique fut comparée à celle qui avait servi à attacher Lisa Benson. C'est l'expert Brad Putnam qui pratiqua cette analyse. La première chose que l'on examine, ce sont les caractéristiques du matériau. Est-ce que le plastique est transparent, opaque? Peut-on voir à travers? Nous en avons également mesuré l'épaisseur. Les experts ne pouvaient affirmer que le plastique découvert dans le sac à ordures provenait du même rouleau que celui qui avait servi à ligoter Lisa Benson. Ils pouvaient par contre prouver qu'il était identique au plastique découvert dans l'entrepôt où Reed travaillait. Sa couleur, sa largeur et sa forme étaient parfaitement identiques. C'était très important pour nous parce que nous savions que M. Reed était vendeur de tapis. Nous savions aussi qu'au magasin où il travaillait, il avait utilisé du plastique pour envelopper la gorge et la bouche de Lisa Benson et que nous avions recueilli le même type de papier à l'endroit où il avait jeté des rebus illégalement. C'est le sang découvert sur le tapis et les serviettes de papier qui déciderait du sort de Reed. Après analyse, les experts conclurent qu'il correspondait bien au sang découvert dans son bureau. Il s'agissait du sang de Margie Sessions. Les détectives étaient enfin parvenus à reconstituer ce meurtre crapuleux. Les policiers croient que Reed avait rencontré Sessions dans un bar. Tout comme pour Lisa Benson, il l'avait emmenée à son bureau où les choses avaient mal tourné. Il lui avait asséné plusieurs coups à la tête qui lui avaient été fatals. Il s'était ensuite débarrassé de son corps dans la rivière. Il croyait que même si la police retrouvait son corps,
on ne parviendrait jamais à remonter jusqu'à lui. Mais il n'avait pas tenu compte de la criminalistique qui permettrait à la police de recueillir l'ADN à partir de la tombe même de Margie Sessions, de démontrer le lien entre sa victime et lui et de transformer quelques détritus en une solide accusation. Devant toutes ces preuves, il est difficile de nier son implication. Reed fut condamné à 40 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Margie Sessions et l'assaut sur Lisa Benson. Les analyses judiciaires ont permis de prouver hors de tout doute l'implication de ce monstre et de l'empêcher de commettre d'autres meurtres. Les prédateurs sexuels affinent leur technique à mesure qu'ils tuent. Ils sont sans doute les meurtriers les plus difficiles à arrêter. Heureusement, le développement de la science permet aujourd'hui de rendre les forces policières plus efficaces. Les détectives peuvent ainsi résoudre leurs enquêtes grâce aux quelques rares indices que ces prédateurs laissent derrière eux.